Bonjour Marc, bonjour Yann, Salut. Salut Dylan. bienvenue sur ce podcast qui est destiné à toute personne qui s'intéresse de près ou de loin à la démarche portfolio, la réflexivité, peut-être même dans notre cas, l'analyse de pratique professionnelle et bien sûr l'approche par compétences. Aujourd'hui, on a un sujet très important à aborder, votre livre, sa genèse, son but, ses vertus, ses ambitions. Mais avant toute chose, est-ce que vous pourriez vous présenter très brièvement qui est Yann, qui est Marc? Bon, tu as commencé en disant qui est Yann, donc je vais démarrer. Moi, je suis un petit peu chercheur, un peu auteur, un peu grimpeur, un peu surfeur, un peu plein de choses. Et ma formation, elle est dans le domaine des sciences de l'éducation, autour de l'analyse de pratique, la pratique réflexive, la coopération. Et donc, j'ai été formateur d'enseignants pendant plus de 25 ans. Et je travaille maintenant à essayer de promouvoir une vision, on va dire, un petit peu humaniste, ouverte, complexe, incertaine de l'accompagnement, si je dois résumer. Super. Et toi, Marc, alors? Ça, c'est la question qui est la plus difficile, Dylan. Tu nous poses tout de suite la question difficile. La question Comment d'une vie. se, comment se présenter? Moi, j'aime bien ton terme accompagnement, Yann. Un jour, j'étais au bord du lac à Neuchâtel, en Suisse, et puis je me promenais, puis tout d'un coup, je me suis assis sur des galets, puis je commençais à réfléchir à toutes sortes de choses. Tu sais, quand tu te laisses aller, tu as des idées qui te passent par la tête et tout. Puis c'est le mot accompagnement qui m'est venu, c'est-à-dire que c'était comme quelque chose qui me poussait en avant ou qui m'attirait, quoi. Et depuis ce jour-là, j'ai eu plus conscience que, en fait, c'était dans l'accompagnement que j'avais envie de fleurir, de m'épanouir. Alors, ça a pris différentes formes. Euh, puis voilà, je m'arrêterai là peut-être. Ok, très bien. Et bien justement, vu que tu parles d'accompagnement, que Yann a parlé aussi de formation des enseignants, on retrouve que finalement, dans nous trois, l'accompagnement en tant que fil rouge. Et c'est peut-être là le point d'entrée. On va parler de votre livre. Et ce livre, sans rentrer trop vite dans les détails, parle de l'accompagnement. Mais avant toute chose, est-ce que vous pourriez nous dire finalement pourquoi ce livre? Quelle a été la genèse de ce livre? Qu'est-ce qui s'est passé dans vos esprits pour qu'un jour vous vous dites, ah, il faudrait qu'on fasse un livre sur ces problématiques? Si nous C'est demande, vraiment intéressant parce qu'on ne s'est pas dit ça. ouais. Et puis si tu nous demandes ce qui se passe dans nos esprits, alors là, et si il faut 5 heures hein, de podcast. Je sais pas, Marc, tu veux Moi, démarrer? je Tu me disais, lances. on ne s'est pas dit ça. On ne s'est pas dit, il Ouais. faut faire un livre. On s'est dit, il faut faire quelque chose qu'on n'a encore pas fait. Et puis en fait, on n'a pas l'impression qu'on a fait un livre, même s'il y a un livre, tu vois. Je te laisse L'idée, enchaîner, Yann. L'idée, non, non, l'idée de faire un truc qu'on n'avait pas fait, c'était pour deux raisons. La première, je pense, c'est parce que notre processus, nous, de proposition et créatif, il est toujours dans la surprise, l'innovation, l'incertitude. Donc, on se pousse à être créatif. Donc, ça, c'était une des premières choses. Disant des livres, on en a déjà fait. Donc, non, il ne faut pas faire un livre. Puis la deuxième, c'était aussi je pense, par rapport à une sorte de constat, c'est que les livres, bah, ils ont leurs limites. Le livre, c'est devenu une référence assez classique finalement. Tout le monde n'y accède pas. Il y a de la concurrence sur l'accès au savoir. Donc peut-être qu'un livre, par rapport à nos objectifs profonds, c'était pas complètement satisfaisant. Donc on s'est un peu poussé. Donc on n'a pas eu l'idée de on va faire un livre. On a eu l'idée de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour continuer à promouvoir, à pousser, à partager ce qui fait notre cœur de motivation et nos envies. D'accord. Alors, Peut-être qu'on avait dans l'idée que quelque chose soit vivant, tu vois, que soit dynamique, quoi. Et puis, on a appelé ça le livre interactif. On aurait pu appeler ça le livre dynamique, vivant, ou bien même enlever le mot livre, même s'il y a un produit qui est livre à l'arrivée, mais pas que. Euh, il y a des podcasts, il y a des interviews, il y a des ressources sur Internet, il y a des formations, il y a énormément de choses qui font que c'est plus un livre dans notre esprit, quoi. ok.
Donc là, si je résume finalement sur le pourquoi un livre, c'était pas forcément un livre à la base, ça a répondu à un espèce de besoin ou désir de créativité, d'exploration aussi des formats que vous avez envie de produire. D'accord. Maintenant, sur le fond, ce livre qui n'en est pas un, qu'est-ce qu'il a de particulier? Qu'est-ce qui, philosophiquement, vous a amené en fait à produire ce livre qui n'en est pas un? Quelles sont vos ambitions finalement, vos motivations qui vous ont amené à produire ce livrable? Ah, pour Euh, moi, il y en a deux, c'est créer et transmettre. Mais pas transmettre dans le sens de instruire, mais dans le sens de partager, dans le sens de construire ensemble une histoire qui fait on continue à apprendre. Et quand moi, je suis en situation, ben, par exemple, d'être formateur, j'apprends autant que les apprenants. ouais, moi, je compléterais, tu as donné deux entrées. Moi, je dirais inspirer, c'est-à-dire créer le mouvement vers ce qui nous semble intéressant de transmettre et de partager. Et puis, apprendre en s'amusant. C'est-à-dire être dans une dynamique qui correspond à des théories de l'apprentissage aussi, tu vois, de être acteur de son apprentissage, voilà, donc trouver des formes impliquantes. Donc voilà, inspirer pour aller dans le sens de. Il y a des objets qui sont intéressants et on aimerait bien partager les réflexions autour d'eux et puis le faire d'une façon dynamique. Donc je pense que c'est ça notre ambition. Alors après, bien sûr, sur des objets spécifiques, hein, mais l'ambition, je pense qu'elle est autour de ça. OK. C'est Einstein Alors, qui disait la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Et je crois on a bien vécu ça, Yann, même si on a sué à un ou deux moments. Ouais, mais Einstein aussi, il a dû suer à un ou deux moments, hein. Bon, voilà. Bah oui. Mais on ne va pas se comparer à lui, juste Non, que non, cette non. citation, elle nous inspire. Ouais. alors justement, ces objets que vous avez traités, les quels quels sont ces objets finalement? Le titre, accompagnement. Ouais. Grand titre, accompagnement, c'est notre chapeau, celui-là. Après, Mais il y a un mot qui va avec, c'est collectif. Moi, je ne peux pas imaginer de vivre ou de travailler s'il n'y a pas ce collectif, cette dimension collective, quoi. C'est comme si et, mon identité, tu me demandes qui je suis, et j'ai l'impression que je suis parce qu'il y a un collectif, c'est-à-dire que je construis mon identité en lien avec d'autres, quoi. Et puis, ben, le site, c'est l'intelligence collective aussi. et, le, cette dimension du collectif, elle démarre à deux, hein. Et avec un autre concept qui est celui de réflexivité, le collectif démarre à un quand on est avec soi-même. Et on est déjà deux, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est des perspectives qu'on a essayé de développer. Donc moi, je dirais que c'est vrai que l'accompagnement collectif, c'est vraiment notre chapeau général. Et puis après, il y a quand même, trois concepts qu'on développe dans les formations, d'ailleurs, autour du livre, mais pas seulement, hein. C'est la question de la coopération, on le comprend bien avec cette idée de collectif, la question de la réflexivité et la question de la créativité. Et c'est vrai que cette petite pyramide-là, si on met l'accompagnement en haut, bah, ça crée un espace, un territoire dans lequel on a à nous développer des recherches, développer des travaux, développer des écrits, développer de la formation, mais c'est aussi le territoire dans lequel on a de l'expérience en fait. Ça part aussi beaucoup de notre expérience personnelle de formateur, d'animateur. OK. Et C'est aussi ce qu'on vit ensemble avec Yann, parce que ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on se pratique, et donc on le vit entre nous aussi. Ouais, ah oui, ça créativité, réflexivité, coopération. Et quand ça sort intelligence collective, c'est effectivement ce qu'on fait et qui est à la base de notre processus créatif et d'échange. c'est vrai que ce que tu dis, Marc, c'est important de spécifier que vous vous connaissez depuis un moment et que finalement, c'est au travers de cette relation de travail, voire amitié, que vous avez eu envie de produire ce livre ensemble. Et une question qui me vient à l'esprit, est-ce que vous avez le sentiment que les objets traités par le livre mmh, rentrent dans des enjeux de société du XXIe siècle? Ou alors ça a rien à voir? Ou si je devais reformuler ma question autrement, est-ce que vous avez le sentiment que la coopération et ou la pratique réflexive sont des enjeux importants pour notre société aujourd'hui au XXIe siècle? Si on n'a pas beaucoup de temps, je te réponds oui.
Je crois que Marc sera d'accord. Après sans développer la perspective sociale, sociétale, juste pour dire qu'en fait, c'est ce qui fait sens pour nous. C'est-à-dire que notre engagement, quand tu disais, Marc, j'arriverai pas à me définir individuellement sans m'inclure dans l'idée du collectif, c'est ça. Je pense qu'on est, alors si je vais dans le sens marxiste du terme, je pense qu'on est dans la praxis, c'est-à-dire qu'on a des activités qui visent à changer le monde, avec toute la modestie que ça peut avoir, hein, mais je pense que notre engagement, il est de ce côté-là, quoi. Et même si on se fait très plaisir, presque égoïstement, à écrire, à s'éclater ensemble, à co-construire, on le fait toujours avec une vision d'un impact potentiel sur les collectifs qui nous entourent et les collectifs qui pourraient s'emparer de ce type d'objet pour, à leur tour, être des acteurs du changement social, sociétal. Je te rejoins à 100%. Sans se faire d'illusions, hein, on ne va pas changer le monde. On est, voilà. Mais c'est pas parce qu'on n'est peut-être pas certain de le changer qu'il faut pas essayer. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est ce que j'allais dire. Et au moins, quitte à avoir une certitude, autant que cette certitude de ne pas changer le monde se base sur un essai, ou plusieurs essais même. Et alors maintenant, ok, si je vois à peu près justement ce qui vous a poussé à créer ce livre, les raisons, les objectifs, et si on devait aborder maintenant le processus de création, parce que mine de rien, votre livre qui a cette particularité d'être interactif, eh ben, ça n'a pas dû être facile à créer. J'imagine qu'au niveau du scénario et des différentes branches, vous avez dû vous faire quelques nœuds au cerveau. Alors, comment est-ce que vous vous y êtes pris? Quand vous avez décidé de partir là-dedans, que le contour du livre interactif, que les contours du livre interactif étaient relativement clairs, qu'est-ce que vous avez fait? Comment est-ce que vous vous êtes lancé dans cette écriture, dans cette rédaction? Je ne suis pas sûr que les contours étaient aussi clairs que ça. Et ça fait partie du plaisir de découvrir ce qu'on peut faire chemin faisant. Et en fait, on a de la peine à retracer avec Yann exactement la genèse et la construction, mais il y a eu des moments clés. On peut prendre un ou deux exemples. Par exemple, moi j'aime bien prendre cet exemple de notre trame qu'on a à un moment donné élaborée ensemble de parcours. Par quel chemin peut se faire un accompagnement collectif. Et puis ça donnait, d'abord c'était un petit peu des gribouillis comme ça, tu vois, puis après sur l'ordinateur ça a donné un ensemble de flèches, de cases qui nous emmenaient à droite, à gauche, en bas, qui remontaient, qui revenaient en arrière, qui débordaient de la page, donc il fallait agrandir la page et tout. Et puis c'était comme une technique de travail, quoi. Puis à l'intérieur de ça, ben, il y avait toutes les expériences qui venaient, qu'on a mobilisées parce qu'on a tous ces souvenirs qui nous habitent. Et puis, les cases se remplissaient, les flèches se modifiaient. Enfin, c'était un peu du tâtonnement, quoi. Puis c'est devenu une technique de travail. Mais au début, on ne savait absolument pas si ça allait nous aider dans le processus créatif, quoi. Et l'idée, effectivement, c'est qu'on a vraiment, c'est une logique un peu heuristique, quoi. On a appris et on a construit et on a développé les stratégies en les proposant. Donc, on n'était pas efficace au début, mais cette absence d'efficacité, de rendement, on va dire, elle était hyper productive pour la suite. Donc, en fait, on s'y retrouvait, mais surtout, on avait beaucoup de plaisir à explorer ce que ça pouvait donner. Et notre, si contour il y avait, je suis d'accord avec toi, Marc, on n'avait pas défini très précisément le contour. Par contre, on avait une sorte à la fois d'éthique de l'avancée, donc autour de la co-construction, autour de l'écoute de l'autre, une éthique par rapport au respect de nos expériences, c'est-à-dire un ancrage dans le réel. Ça, c'est vraiment quelque chose. Par exemple, la situation du livre, elle est issue d'une expérience de Marc. Donc voilà, il y a quelque chose qui est pas loin d'eux, qui est un point de départ. C'est pas du tout ce détail-là, mais ça fait rien. Mais on a cet ancrage dans le réel, donc qui est à la fois un souci d'efficacité par rapport au lecteur, de réalisme et puis de respect de notre expérience et de crédibilité par rapport à notre propos. Donc ça, c'est une sorte de cadre. Et puis on a, bah, si on reprend hein, nos quatre concepts, c'est de l'accompagnement, ok. On sait que le terme de supervision, par exemple, il parle plus dans certains pays. En Suisse, il est très utilisé. Nous, en France, il y a un peu plus accompagnement à la place. Donc on sait que notre cadre, c'est l'accompagnement. Dedans, on sait qu'il va falloir que nos personnages, c'est là où on a des choses à faire vivre,
et à proposer, à partager, ça va être autour de réflexivité, coopération, expérience, coopération, réflexivité et créativité. Et donc, autour de ça, ben, on se dit, quelles sont les expériences qui sont porteuses pour faire vivre quelque chose d'un rapport au savoir interactif impliquant. Et à partir de là, ben justement, comme le dit Marc, ben on dessine des trames, on dessine des mini-intrigues. C'est un peu comme ça. Hein. À chaque fois, il y a une petite intrigue. Alors, c'est notre cadrage des séances, c'est notre et là-dedans, on travaille, on affine pour essayer de trouver la cohérence d'un propos global qui peut se lire à la fois de façon très micro et à la fois de façon macro. Et pour aller dans la continuité, moi je dirais qu'il y a des allers-retours, tu vois. Ça veut dire que on essaie quelque chose, on le teste avec une expérience, on l'affine, et puis de fil en aiguille, on structure des choses, quoi. Puis il y a un aller-retour aussi entre Yann et moi, et vice-versa, c'est-à-dire que si on se fait une visio ou bien si on s'envoie des mails, à chaque fois il y a un rebond, quoi. C'est rare, tu es d'accord Yann, c'est rare qu'il Ouais. n'y ait pas un rebond, quoi. Si j'amène quelque chose, ça fait rebond, et puis ça revient, et vice-versa. Donc en fait, de rebond en rebond, il y a quelque chose qui prend forme. Mais c'était ni dans la tête de Yann, ni dans ma tête, quoi. Et ce jeu de rebond, en fait, on l'a pratiqué depuis tellement longtemps avec Yann, qu'il se fait quasiment en instantané, quoi. C'est, c'est parfois permanent, quoi. Et des fois, il y a plusieurs rebonds et plusieurs balles, quoi. C'est-à-dire qu'on s'envoie des balles euh, en simultané, des fois, et on les rattrape au vol. Donc, il y a quelque chose qui est assez, à la fois amusant, hein, comme tu disais, mais aussi fascinant, voire magique, parce que ça fait émerger des idées qu'on n'avait absolument aucune. Dans notre esprit, il n'y avait absolument aucune idée que ça viendrait, quoi. Donc, D'ailleurs, juste un tout petit pas méta, si je peux me permettre. Ce matin, j'allais en faire un. Je voulais ah en faire mince, un, oh bah, justement. je te le laisse après. Alors, juste pour dire, ce matin, en me disant, allez, on va faire l'enregistrement, bah, j'ai une idée qui m'est venue par rapport à un mail d'hier de Marc. Donc j'ai un rebond pour la saison 2. Alors, je ne vais pas le lâcher là, hein, non, non, je vais pas spoiler le truc. Mais voilà, j'ai une idée. Et donc, quand on aura fini cet enregistrement, je le soumettrai à Marc parce que c'est vraiment relatif à ce type de fonctionnement. Quoi, voilà. Et moi, C'est c'était en sortant de la douche ce matin. Donc, on va voir comment nos deux. Quand je vous écoute tous les deux, et je m'étais fait une réflexion, je me suis dit, mais j'ai l'impression que vous ne savez pas toujours où vous allez, mais c'est en commençant à marcher, en commençant à vous mettre en mouvement que la destination se dessine petit à petit et s'affine au fil du temps, au fil de la marche. Et donc la réflexion que je me suis dit, c'est est-ce que finalement cette façon de fonctionner, c'est pas propre à votre identité, que finalement dans votre vie, dans vos parcours de vie, tout n'était pas forcément tout tracé, et que vous avez développé une espèce d'acceptation, une acceptation de l'incertitude et peut-être de la complexité de l'incertitude, pour faire un clin d'œil à nos discussions, Yann. Est-ce que c'est pas finalement en vous que ce livre n'est-il pas une part de votre identité, autant professionnelle que personnelle? C'est ouais, clair. Après, moi, je dirais juste au niveau des termes, ça dépend ce qu'on appelle la destination. Euh, comment dire, il y a une direction qui je donnais l'exemple, hein, à un moment donné, j'ai pris conscience que l'accompagnement, c'était quelque chose d'important pour moi. Mais ça donne une direction, mais ça ne te donne pas le point d'arrivée. Et j'ai l'impression dans ce qu'on vit, Yann, les deux, on a une direction, mais on ne sait pas où on va arriver. Et dans ma vie, c'est la même chose, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans ma vie où la direction se clarifie, quoi. C'est vers là que je veux aller. Puis après, ben, c'est le jeu de la vie, quoi. C'est-à-dire que tu rencontres quelqu'un et il se passe quelque chose, et puis ça t'amène sur un parcours que tu n'avais pas imaginé, quoi. ouais, moi je dirais que sur cette idée, je dirais qu'en fait, moi, comment je le ressens, alors on n'en a peut-être pas parlé en ces termes-là avec Marc, mais moi j'ai l'impression qu'il y a une visée générale. Tout à l'heure, j'ai utilisé un grand mot, j'ai dit une vision humaniste de l'accompagnement, une vision émancipatoire. Donc ça pour moi, c'est une vraie visée, c'est une vraie philosophie de vie. Donc oui, bien sûr, qui déborde ce projet-là, qui est structurante, mais de elle,
découle une sorte d'éthique. Et cette éthique, c'est quelque chose qui va en permanence être mon compagnon de cheminement. C'est-à-dire que oui, je ne sais pas où je vais, mais par contre, je n'ai pas peur d'y aller dans l'incertitude et dans sa complexité, parce que j'ai une sorte de Ça garde-fou, irrigue. ouais, c'est mes bords, c'est des sortes de rambardes sur n'importe quel chemin, ces rambardes seront là, je peux m'appuyer dessus, c'est une sorte d'éthique, c'est-à-dire comment on y va, quels sont les principes qu'il faut activer pour pas sortir du chemin, pour pas faire n'importe quoi, pour continuer à être respectueux, pour garder la visée à terme. Et ça, par contre, ça ouvre tous les chemins pour y aller. C'est ça qui est génial, effectivement. Donc là, ça devient une vraie philosophie de vie. C'est n'importe quel chemin pour y aller, à partir du moment où il y a une visée générale qui traduit une vision du monde, une envie, une philosophie, et puis ces sortes de béquilles permanentes sur lesquelles on peut s'appuyer en disant, mais même si le terrain est scabreux, c'est pas grave. On va pouvoir s'appuyer sur quelque chose de costaud qui est notre fondement, notre ADN éthique, quoi. Ok. Est-ce que tu es d'accord, Yann, c'est pas seulement garde-fou, mais c'est à irrigue aussi. Ouais, complètement, complètement. Bah, c'est une force créative, quoi. C'est-à-dire C'est qu'à ça. partir du moment où tu tombes pas, bah, c'est que tu restes debout, quoi. Donc, euh, donc tu t'appuies dessus et ça te permet d'être debout, donc de créer. Alors, justement, pour quelqu'un qui n'a jamais lu le livre et qui n'a jamais lu le livre et qui ne sait pas du tout de quoi ça peut parler, qu'est-ce que finalement, quand tu parlais de béquilles, Yann, est-ce que tu pourrais donner un exemple concret pour que quelqu'un qui ne soit pas du tout, entre guillemets, de notre univers, de nos champs disciplinaires, puisse en fait situer rapidement l'opportunité du livre, l'opportunité de consulter, de pratiquer le livre. Bah, par exemple, le principe même du livre, de les choix qu'on va faire, puisque c'est un livre dont on est le héros ou l'héroïne, hein, le principe même du livre, pour moi, il repose sur une de ces béquilles, qui est de dire, bah, par exemple, le respect de la liberté individuelle de choisir. Et donc ce livre, il offre des choix. Donc ça, pour moi, c'est comment le contenant, hein, rejoint l'éthique générale du livre. Et puis si je prends une, une situation très concrète qui pourrait répondre à ce que tu viens de demander, bah, quelque chose de notre premier numéro dans le livre, directement, on est face à un choix qu'on doit faire, de savoir comment on va rentrer en relation avec une personne qui nous sollicite. Et ce choix-là, moi j'ai envie de dire que le matin, quand je me lève et que je vois ma compagne, mon fils, mes fils, bah, la façon de rentrer en relation, elle se pose à moi. Aujourd'hui, c'est quoi mes ressources? Aujourd'hui, c'est quoi ma visée? C'est quoi mon but? Et donc, bien sûr, là, je tire un peu sur l'élastique parce que c'est dans une situation professionnelle, c'est une accompagnatrice avec une équipe d'enseignants, donc c'est très contextualisé. Mais les choix qu'elle doit faire, c'est des choix du quotidien parce qu'ils nous interrogent à la fois sur des dimensions qui sont purement techniques, comment je fais, et on a des choix sur des outils, sur des... OK. Et puis, il y a des choix qui sont beaucoup plus profonds que ça, qui me disent comment je suis dans le rapport au monde, comment j'accepte l'incertitude, qu'est-ce que je vais aller voir. Et pour le dire autrement, peut-être c'est une façon de répondre à ta question, on a des lecteurs qui nous ont dit, ben nous, on a fait le choix qui ressemblait le plus à ce qu'on fait d'habitude. Et ça leur a dit quelque chose sur eux. Et puis, on a d'autres lecteurs qui nous ont dit, ben nous, on a été s'autoriser, parce qu'on était en milieu sécurisé, parce que c'est qu'un livre, à faire le truc qu'on aurait fait le moins possible. Et donc, cette expérience, je trouve vraiment du choix, de l'engagement, j'ai envie de dire, elle est largement au-delà du fait que c'est une accompagnatrice dans le milieu éducatif. Voilà. Et donc, cette posture d'être l'héroïne ou le héros, bah, je trouve que c'est l'aventure de la vie, quoi. Donc, ouais, n'importe qui pourrait le lire finalement avec cette idée-là, sans être spécialiste. Ok. Marc, je ne sais pas. Ça... Moi, je dirais, on n'a pas cherché à faire un roman policier, quoi, avec un suspense d'enfer, avec, voilà, trouver le coupable, comme on dit, ou le meurtrier, ou que sais-je, quoi. Mais on offre une expérience pour les gens curieux, quoi. Curieux de savoir qu'est-ce que ça va donner. Si je prends ce choix ou ce choix, se dire, ah, ben, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Donc, il y a quand même un peu cette idée. Et puis l'autre chose, c'est, je pense qu'on offre quelque chose aux personnes qui ont envie de réfléchir à elles-mêmes ou réfléchir à comment ça se passe quand j'agis. Et puis il y a 115 questions réflexives. Donc sur 272 pages, 272 pages, 115 questions réflexives, il y a de quoi ben, s'arrêter de temps en temps. Nous, on a appelé ça des pauses réflexives, quoi.
Puis je disais, tiens, qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que ça m'apprend? Pourquoi? Comment? Et donc, je pense que c'est un livre qui peut intéresser les personnes curieuses et réflexives, en tout cas. Oui, ou qui ont une sensibilité, oui, à ces pratiques-là. Et peut-être même que le livre pour les éveiller, parce que parfois on peut avoir des sensibilités sans en avoir conscience. Et je posais la question de savoir, d'avoir un exemple concret, Yann, parce qu'une réflexion que je me faisais en arrière-plan régulièrement, c'est que la discussion qu'on a, je pense qu'on est des mecs perchés. Je pense que beaucoup de gens pourraient nous voir comme des mecs perchés et que dans nos considérations, on peut se dire, ouais, ces mecs sont dans leur monde. Et pour autant, tu as réussi à connecter avec un truc que je trouve tellement essentiel, mais là, je suis peut-être biaisé, l'entrée en relation. L'entrée en relation avec autrui, dans un cadre professionnel ou personnel. Je trouve ça tellement fondamental et déterminant au niveau des choix de vie, comme tu as pu le mentionner, Marc, sur l'existence et l'apparition d'opportunités professionnelles, mais aussi finalement d'éclatement au niveau de la vie personnelle. Et là, je fais très vite une petite aparté, une petite parenthèse, parce que hier, j'ai vu un étudiant qui était pas bien, qui a une sensibilité à la pratique réflexive et qui est pas bien dans sa vie. Et l'une des grandes questions qui se posait, c'était comment aborder ou réaborder la relation qu'il a avec ses parents. Et donc, finalement, j'ai l'impression que peu importe nos activités, la, l'entrée et l'entretien des relations avec autrui, c'est peut-être un enjeu fondamental pour l'équilibre personnel, pour peut-être l'équilibre d'une société, si je vais un peu plus loin. Mais là, je pense en un exemple, Yann, tu as reconnecté à quelque chose d'essentiel. Et une question sur laquelle j'aimerais Je peux enchaîner. juste rebondir, Dylan. Vas-y. C'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que le thème, c'est l'accompagnement, mais l'objet, c'est les relations école-famille. Hmm. Je ne sais pas si je suis clair, quoi. C'est accompagner une équipe d'enseignants qui s'interroge sur comment développer la relation avec les parents des élèves, quoi. Donc, je suis enseignant, je m'occupe des élèves. Je suis parent, je m'occupe de ma progéniture, quoi. Mais ensemble, est-ce qu'on arrive à être en relation entre parents et enseignants, quoi? Et en fait, c'est leur point de départ. C'est on n'arrive pas, on n'est pas satisfait. Ça se passe pas comme on veut, quoi. Hmm. Et donc, comment on arrive à reconstruire de la relation? Finalement, c'est le choix, c'est l'objet qu'on a choisi, tu vois. Donc, j'avais envie de rebondir parce qu'on ne le met pas toujours en avant, Yann, hein. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais voilà, donc ça transfuse en fait le livre de toutes les manières. C'est C'est des un livre poupées russes, ouais. interactif, donc c'est la question de la relation. C'est de l'accompagnement, donc c'est comment dans l'accompagnement je suis en relation. Et puis c'est la relation à moi-même. C'est la relation au collectif parce que ces enseignants, ils ne peuvent pas résoudre leurs problèmes tout seuls dans leur coin. C'est 10 enseignants, c'est une équipe. Et puis, ils essayent de trouver quelque chose qu'ils peuvent faire ensemble, quoi. Hmm. Et donc, à tous les niveaux, je trouve que tu as mis le doigt sur quelque chose qui est vraiment important pour nous, vraiment. Et c'est quelque chose. Alors, je lis le livre, d'ailleurs, je suis un peu plus de la moitié, et ça fait écho à tellement de choses. Cette notion d'entrer en relation et d'entretenir la relation, elle me semble fondamentale, mais peut-être parce que je suis conseiller pédagogique. Et je me dis même, en fait, récemment, en ce moment, je me dis souvent, putain, mais Dylan, en fait, qu'est-ce qui fait ta valeur ajoutée? Et très souvent, je me dis, c'est pas les compétences techniques, c'est pas le fait de faire de l'ingénierie pédagogique, de construire des produits de formation. Franchement, je me dis, si valeur ajoutée il y a, c'est peut-être parce que Dylan, il est pas trop chiant en fait, et que les gens l'acceptent. Les profs le tolèrent parce que c'est pas chiant et vont même passer un bon moment. Et si je devais aller encore plus loin, pousser le raisonnement, c'est que tous les résultats, tous les bénéfices issus d'une nouvelle formation, d'une meilleure qualité de la formation, seront issus à la base de cette capacité à se faire accepter, à créer de la relation. Et que finalement, si on n'a pas cette capacité, cette sensibilité, cette curiosité relationnelle, ça va être très difficile dans notre métier de conseiller pédagogique, eh bien, de faire notre métier et d'améliorer des formations. Parce que la première porte d'entrée, c'est une porte relationnelle.
Et là, si je devais ouvrir sur le monde entier, je me baserais sur ce que disait Adler, que tous les problèmes du monde sont des problèmes de relations interpersonnelles et rien d'autre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bah, Alors, on fait le lien avec la coopération ouais. hein, immédiatement, quoi. Dans le modèle qu'ont développé Marc et Jürg sur la coopération, bah, clairement, la relation, c'est une des facettes. Mais par contre, ce qui est intéressant, je trouve, dans le modèle du tétraède, c'est que c'est une des facettes. Et donc, c'est rejoint avec d'autres facettes en interaction et en dynamique. Donc, la relation est un des éléments fondamentaux, mais en fait, ils sont tous fondamentaux. Donc, la relation, comme tu l'as décrite, Dylan, je trouve intéressant parce que tu as dit que finalement, il y avait le point de départ. Et tu as vu dans l'exemple que j'ai donné, j'ai dit c'est le numéro un Ouais, du livre. C'est-à-dire qu'on rentre par là. Parce que la première chose qui se passe dans l'interaction, elle va être de l'ordre de la relation. Et puis après, il y a qu'est-ce qu'on fait ensemble. Et là, le qu'est-ce qu'on fait ensemble dans le tétraède, ben, ça va se développer sur le sens partagé, l'implication. Donc, il y a tout ça qui est en dynamique tout de suite qui va rentrer en jeu. Mais c'est vrai que la relation, ben, on la travaille particulièrement. Et puis, tu l'as dit, dans cette poupée russe, c'est aussi notre objet de l'accompagnement. Donc, ouais, Marc, je te laisse aller là-dessus. Ben, le modèle du tétraèdre qu'on a développé avec mon ami Jörg, c'est dans une vision systémique, la relation, elle va se construire en même temps qu'on met du sens à ce qu'on peut faire ensemble. Il est là, ce petit tétraèdre. Il est là, Et donc, dans une vision systémique, la je relation. construis la relation aussi en lien avec le sens que je peux développer, aussi avec qui je suis, donc se construire en tant qu'être humain et s'accueillir l'un l'autre. Il y a toute l'idée de l'inclusion, d'accepter, d'accueillir la différence. Avec Yann, on est différent. Et puis, c'est ça qui nous aide à construire. Et puis, tu disais, ben, les compétences techniques, c'est pas l'essentiel. Mais en même temps, il y a quelque chose qui pourrait être une méthode de travail ou de relation. Euh, Par exemple, entre enseignants et parents, ben, ils doivent aussi trouver des canaux de communication. Ils doivent aussi organiser quelque chose. Et donc, l'idée du tétraèdre, c'est que la coopération réussit à mesure que tu prends soin de toutes les dimensions qui sont, on peut imbriquer entre elles, quoi. Et puis, tu peux en enlever aucune, quoi. Et ça veut dire, par exemple, si on prend un exemple dans le bouquin, très concrètement, Camille, elle a un souci, c'est que la relation est bonne entre tous les enseignants, mais il y a des moments où elle constate des baisses d'implication. Ça, c'est une autre phase du tétraède. Et elle, du coup, relation correcte, baisse d'implication. Est-ce que la baisse d'implication ne va pas dégrader la relation? Ok, qu'est-ce que je fais en termes d'organisation? C'est quoi la prochaine consigne, la prochaine activité qui va réimpliquer de façon à préserver la relation pour qu'elle soit au service de l'atteinte de l'objectif, du sens partagé par exemple. Et donc voilà, on a vraiment tout ça. Et du coup dans l'écriture, bah, on va travailler ça. Dont j'ai envie de dire la relation, même si c'est vrai que parmi nos lecteurs et lectrices, on a beaucoup de gens qui reviennent sur cette question de la relation parce que pour nous, c'est quelque chose qui est la base, le petit matelas du filet de sécurité. C'est qu'il y a toujours cette question de la relation qui doit être nourrie en fond, bichonnée pour pouvoir être productif. Bichonner, ça ne veut pas dire être dans un concept angélique de la bienveillance. Hein. Se rentrer dedans, le conflit, la confrontation, c'est des choses qui sont créatives, mais mm, avec l'idée que ça ne doit pas dégrader la relation qui le permet. Voilà, oui, donc on a vraiment une vision systémique hein, et dynamique de ces éléments. ok. Et alors, juste, j'essaie de faire un pas de côté et de prendre la peau de quelqu'un qui nous écouterait comme ça par pur hasard et qui se dirait, waouh, tout ça, c'est un peu lunaire. Si on devait donner un repère en termes de, je sais pas moi, de champ disciplinaire, de cadre théorique, vous en avez parlé, que vous étiez appuyé sur certaines choses. Est-ce que vous pourriez donner des exemples vite fait? On va pas passer beaucoup de temps dessus, mais moi, c'est pas tant pour dire, ah, on a des références, mais c'était plutôt pour expliquer finalement à quelqu'un qui ne connaît rien à ce qu'on fait, à ce que vous avez fait, qui puisse avoir en fait un éclairage, avoir des repères. Ok, ces gars-là, ils sont dans tel champ, ils ont fait tel travail, ils sont basés sur tel truc. Mais si on prend juste un premier, après, Yann, tu vas continuer, mais
si on prend juste un premier élément, ce que tu viens de dire, ben, la relation, c'est le champ de la psychologie sociale, c'est de la psychologie de la communication. Et puis, c'est sûr que nous, on est formés dans ce champ-là et que les questions qu'on peut soulever dans le livre, elles peuvent être éclairées par ce champ. Aussi bien à l'échelle de l'équipe, parce que on dit c'est une équipe, mais est-ce qu'ils travaillent vraiment en équipe? Est-ce qu'ils ne sont pas plutôt chacun en solo avec leur réalité, leur classe, les rencontres qu'ils ont avec les parents de leurs élèves? Et toute l'idée de l'intelligence collective, ben, ça passe aussi par construire une équipe, construire une relation. Et puis la psychologie sociale nous éclaire sur ces dynamiques d'équipe. Ouais. Je laisse continuer, Yann. Ouais, bah, tu vois, si on parle de ça, moi, j'ai un nom qui me vient parce que ça cumule à la fois des données scientifiques, des approches empiriques et puis des valeurs. Les travaux de Rogers, pour nous, voilà, c'est des travaux qui sont structurants, qui vont nous permettre d'écrire un certain nombre d'éléments. Alors, même si ça date, mais pour nous, c'est des fondamentaux qui demeurent et qui sont, voilà, qui nous permettent d'avoir une approche à la fois empirique et sur des données scientifiques. Moi, sur mon champ de recherche spécifique, ça va être sur la réflexivité, donc sur les modélisations des processus en jeu, qui nous permettent de savoir à quel moment se situe et à quel niveau et sur quel type d'objet se situent nos protagonistes, quels sont les enjeux qu'il y a entre les différents niveaux, entre un niveau de réflexion et un niveau de méta-réflexion. Donc, tous ces allers-retours, voilà. Donc, il y a des cadrages théoriques qui globalement s'inscrivent parce qu'on est dans l'accompagnement et dans ce qu'on appelle les métiers de l'humain, effectivement beaucoup dans la psychosociale quand même, dans le champ de la psycho, avec des déclinaisons un petit peu particulières, notamment moi plus sciences de l'éducation et Marc un peu plus psycho, mais c'est nos champs de référence. OK, super, super, super. Je vais pas plus loin là-dessus. Par contre, là, j'aimerais, amener quelques questions qui ne sont pas de moi, mais qui sont de personnes qui ont lu le livre. D'ailleurs, j'ai la liste sous les yeux. Je vais prendre une question de Twiggy parce que je me la pose aussi. Finalement, dans tout ce projet, quelles ont été là où les plus grandes difficultés, les plus grands challenges à relever? En partant du principe que justement, vous avez votre visée qui s'est affinée au fil du temps, finalement le pourquoi vous faisiez ça, ce que vous recherchiez à produire comme réaction, comme effet chez le lecteur. Alors, quelles étaient vos difficultés pour arriver à ça? Moi, je vais être très prosaïque, hein, la gestion du temps. Ouais. Et ouais, En vas-y, fait, vas-y. on est parti sans avoir du tout une planification. On est parti à partir de nos envies, quoi. Puis on s'est retrouvé avec Yann à être tout le temps en congé vacances, en, pas ensemble, tu vois. Donc en fait, quand Yann se trouvait en vacances, moi j'étais au boulot et l'inverse, quasiment, quoi, tout le temps, quoi. Et puis au fur et à mesure, on se disait, bon, ben, on a quand même envie de, ben, par exemple, aboutir à une première version qu'on peut faire lire à des premiers lecteurs, quoi. Ou bien on s'est dit, ben, on a envie de faire une formation, donc on va fixer une date, on a fixé une date à la mi-novembre et tout, quoi. Puis là, tout d'un coup, ça nous mettait face à des échéances, quoi. Et la gestion du temps, c'est devenu un problème, quoi, parce qu'on a dû commencer à trouver des moyens pour s'en sortir, alors que, ben, justement, on n'arrivait pas à être ensemble au boulot. Après, il y a eu juillet-août, ben, toi, tu n'étais pas en travail, mais moi, j'étais en travail, Yann, quoi. Donc, comment dire, ces aspects d'organisation, finalement, c'était une des difficultés. Donc, je suis très prosaïque là, mais on Ouais. était confronté à Non, ça. non, Est-ce mais qu'il y avait une La deadline? dernière semaine, avant que le livre parte chez l'imprimeur, ben, ça a été quasiment pour moi 18 heures de travail pendant une semaine par jour, quoi. Parce qu'il fallait tout relire, il fallait finir la mise en page, il fallait faire la couverture et tout. OK. Mais ouais. on y a arrivé, hein. Ouais, par rapport à ta question, Dylan, en fait, ce qui nous a le plus contraint et qui a créé cette difficulté que tu évoques, Marc, c'est qu'on a dit, nous, en fait, ce livre, on veut le faire vivre. Le faire vivre parce qu'on fait toujours de l'approche expérientielle sur nos formations. Et donc, on s'est fixé des dates de formation mi-novembre. Et à partir de là, ça a fait un rétro-planning sur lequel on s'est fait bouffer complètement en se disant waouh. Et puis, à côté de ça, c'est qu'on n'a pas que ça comme projet, quoi. Donc, on bosse sur d'autres trucs. Et d'un seul coup, là, sur septembre-octobre, c'est devenu le projet qui a bouffé tout le reste parce qu'on avait la pression de cette formation mi-novembre. Donc, il fallait que le bouquin parte à l'édition et à l'impression
avant la fin octobre, quoi. Donc c'est plutôt ça la difficulté. Elle a été vraiment dans le fait qu'à un moment, on s'est quand même confronté au réel, bien qu'on soit de gentils perchés, comme tu disais tout à l'heure. Et avec autre chose qui est à la fois une difficulté et une opportunité, donc contrainte et opportunité qui est incroyable, celle-là, c'est qu'on ne sait pas s'arrêter. Donc, quand on a une idée, on rebondit sur l'autre, mais ça, c'est sur l'idée du produit. Mais cette idée du produit fini, elle nous donne d'autres idées, à la fois à réfléchir et à la fois à produire. Du coup, au début d'un petit livre, on sort avec une galaxie énormissime de ressources dans tous les sens et on ne s'arrête pas. On est encore en train d'en faire. Donc, pour le livre qui est déjà sorti. Donc, voilà. Et ce making-of, c'est encore un plus. Donc, ça n'arrêtait pas. Donc, la difficulté, elle était aussi à un moment de savoir se dire stop parce qu'on a des contraintes réelles. Voilà. Mmh. Et vous trouvez pas est-ce que vous vous dites pas que justement, ce côté, cette galaxie de ressources, c'est pas un peu effrayant? C'est pas un peu décourageant justement pour quelqu'un qui, qui veut s'intéresser à ces choses-là? Je pose la question parce que, là encore, c'est sûrement une déformation professionnelle. Parfois, je me dis le plus est l'ennemi du bien ou le mieux est l'ennemi du bien et que quand on donne beaucoup de choses sous couvert de bonnes intentions, on peut facilement décourager ou désengager. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? J'adore ce que tu dis, Dylan. C'est un sentiment qui me traverse à plusieurs reprises. Et puis, je me dis, ben, si les gens sont faits comme nous, Yann et moi, eh ben, ils vont se dire, c'est extra, je peux faire ce que je veux. Parce que toi, tu dis, les gens qui ont lu le livre, mais il n'y a personne qui a lu le livre. Il y a des gens qui ont fait une expérience avec le livre, pour moi. On a une ou deux personnes qui ont lu le livre de A à Z, tu vois, parce qu'elles ont été curieuses et tout. Et puis elles ont dit, mais c'est un peu bizarre de lire le livre une page après l'autre, quoi. Parce que, en fait, le livre, c'est des parcours. Puis c'est toi qui Mmh, choisis le parcours. Donc, s'ils sont comme nous, ben, ils aiment, en fait, cette liberté qui est offerte. Par contre, si tu es dans l'esprit, il faut que j'ai tout fait ou il faut que j'ai fait juste, ben, t'es pas confortable, quoi. Parce que est-ce que je dois d'abord aller regarder et écouter l'interview ou est-ce que je dois d'abord continuer le parcours? Est-ce que je dois avoir fini l'épisode 1 pour faire l'épisode 2? Et là, ça devient perturbant, quoi. Donc, de temps en temps, je suis traversé par ce que tu dis, c'est-à-dire que ça n'a pas de sens et on est en train de mettre les choses complètement à l'envers. Et donc, on ne va pas du tout dans la direction où on voudrait, qui est d'inspirer, qui est de partager, qui est de faire vivre quelque chose. Et puis, d'autres fois, je me dis, mais non, en fait, la vie, elle est faite comme ça aujourd'hui, quoi. On a trop de choix, on a trop de possibilités. Et puis, c'est le moment qu'on apprenne à ben, vivre avec ça, quoi. Et construire son parcours avec ça. Mais mmh. après, c'est intéressant aussi de le construire avec d'autres. Là, il y a des gens maintenant qui échangent entre eux sur leur parcours avec le livre, quoi. Et ils trouvent ça extraordinaire, quoi. Ils se font des petites rencontres à deux, à trois, à quatre. Et puis, alors, ben, voilà, il y a plus que une expérience, en fait. C'est une expérience de vie. C'est plus une chose qui te submerge, tu vois. Mais Yann, tu as, Ouais, peut-être d'autres vécus par rapport à ouais, ça. On n'en ouais. a jamais parlé vraiment. Moi, j'aimerais te répondre avec de deux façons. La première, elle est qualitative, la deuxième, elle est quantitative. De façon qualitative, l'entrée dans la galaxie, c'est le livre. Et en fait, si tu te prends au jeu du livre, tu peux lire le livre, c'est tout. Et finalement, le fait qu'il y ait une galaxie, tu ne le sais même pas. Parce que tu as un QR code à la fin de l'épisode, tu ne le flashes pas, tu vas vite faire ton histoire et tu te prends au jeu et tu vas faire le livre. Et finalement, elle effraie pas trop, cette galaxie. Tu peux te faire avoir un petit peu en disant ah, la pause réflexive, tiens, je vais me la faire celle-là. Et puis j'en fais une sur 5. Ça, c'est encore libre. Ça, c'est la première réponse. C'est-à-dire que la porte d'entrée, qui est le livre physique, ben celle-là, je trouve qu'elle n'est pas finalement tellement effrayante, même si il y a des toutes petites portes à l'intérieur qui disent attends, tu peux aller là, tu peux aller là, tu peux continuer, tu peux aller. Et puis après, tu vas cliquer sur le QR code, puis d'un seul coup, tu as le site. Et puis sur le site, c'est. D'accord. Ça, c'est le premier point. En me disant finalement, la petite porte d'entrée livre, pour ceux qui sont intéressés, qui ont fait la démarche d'acquérir le livre, celle-là, elle n'est pas trop effrayante. Bien sûr, à nous écouter, quand on les a eus en formation ou en visio, les gens disent mais c'est pas possible. On a eu récemment un retour de quelqu'un qui a dit moi c'est trop, j'arrive pas, voilà, j'arrive pas à tout faire, c'est voilà, c'est trop.
Ok, notre calendrier de l'Avent aussi, enfin, il y a plein d'activités, quoi. Tu peux y passer ta demi-journée si tu veux, tous les jours. Donc, Mmh. les gens ont une vie quand même. Donc, ils vont pas vivre avec le livre. Ça ne devient pas leur vie. Donc, ça, c'est le qualitatif. Et le quantitatif, c'est que les gens qui ont commencé le livre pour l'instant, les relecteurs, les gens en formation, nous ont tous dit ça marche. C'est-à-dire le livre, il marche. Donc, finalement, même si tu es un peu effrayé, quand tu rentres dedans, ça marche. Tu te fais avoir, tu progresses. OK. Et par contre, si on va regarder maintenant du point de vue, mais parce que le livre est sorti il n'y a pas longtemps, si on va regarder du point de vue des consultations du site et autres, ben on se rend compte qu'on est à 0,5% d'exploitation de notre galaxie. Alors, est-ce que c'est parce que les gens ne sont pas encore dans le livre complètement? Est-ce qu'il faut mûrir le truc? Est-ce que ça va être par petit picorage, un peu dans tout ce qu'on a proposé? C'est peut-être ça qui va se passer. Pour l'instant, on n'en sait rien. Quantitativement, moi, nos retours nous disent que ce n'est pas parce que les gens ont peur qu'ils n'y vont pas, mais pour l'instant, ils n'y vont pas massivement, en tout cas, vers tout ce qu'on Mmh. propose, notamment les journaux réflexifs. Bah, ils n'ont pas été téléchargés autant de fois que le livre a été vendu. Mmh. Donc voilà. Donc, Oui. moi, franchement, c'est une question que je me pose, mais elle ne m'inquiète pas. Mais par contre, c'est peut-être une limite pour la diffusion plus large de l'ouvrage. Voilà, ça. C'est-à-dire Mmh. que des gens qui retomberaient là-dessus se diraient: «Oh, il y a trop de trucs, quoi, ils vont nous perdre». Mais si tu donnes à quelqu'un, c'est un peu, moi, tu vois, quand dans un cours, j'ai 30 étudiants et je vais donner 50 documents au début du cours en leur disant: «Allez, c'est parti», ben, je suis sûr qu'au bout de 10 minutes, j'ai plus personne. Mmh. Si par contre, je leur dis: «Allez, on va s'amuser dans les 50 titres à identifier s'il y a des mots en commun», c'est déjà plus pareil. Parce que je Mmh. vais créer un intérêt, créer un fil rouge, et la masse, elle va être plutôt éveiller une curiosité et une envie qu'une peur, qu'une crainte. Parce que je donne une petite porte d'entrée dans la masse, c'est-à-dire en préservant l'intérêt de la masse des ressources, mais sans la rendre effrayante. Donc, Ouais. tu vois, c'est aussi de la pédagogie qu'on essaye de faire. Ben, le making-of, il est aussi pour ça. Oui, bah, oui, oui. Après, peut-être Ça qu'on pourrait dire que tu peux picorer dans le livre. Puis mmh. ça marche, quoi. Par exemple, j'ouvre la page 153, je dis ça au hasard, quoi. Puis je vois qu'il y a un mot qui est en gras, qui est souligné, qui me renvoie à un glossaire, quoi. J'ai pas besoin d'avoir fait tout le parcours jusqu'à la page 153 pour profiter de cette entrée du glossaire qui va peut-être m'éclairer sur une notion. Si j'ai envie, je peux, comment dire, comprendre ou profiter à peu près de n'importe quelle situation du livre et de quasiment n'importe quelle question réflexive sans avoir tout potassé. C'est pas comme si tu dois lire un bouquin pour pouvoir après profiter de quelque chose, quoi. Mmh. Donc il y a aussi une Ouais. construction un peu hologrammique je pense, facilite. Mais ceci dit, il y a des électeurs qui disent, ben, je ne vais pas le commencer tant que j'ai pas assez de temps devant moi, quoi. Et ça, je le comprends aussi, quoi. Je pense que c'est un message important à souligner, presque cette autorisation à picorer, cette autorisation à se dire: «Je peux prendre un petit peu et ça va pas compromettre finalement le bon déroulement du livre, le bon déroulement de ma vie ou peu importe, n'importe quel bon déroulement finalement». Et là, je vais peut-être agrandir ce sujet de discussion au monde dans lequel on vit, où l'infobésité est quelque chose d'assez présent, voire omniprésent. Se dire à un moment donné, c'est pas grave si j'aborde pas les choses de manière scolaire, si je vais pas au bout, si je vais pas finalement faire les choses de A à Z, lire le livre de A à Z, si le petit moment où je picore m'apporte quelque chose. Finalement, c'est peut-être ça votre principale ambition, c'est déjà d'éveiller. Moi, là, je suis en train de me faire une parenthèse méta avec le portfolio. De me dire, si j'essaie d'être uniquement scolaire, je me dis, ah, mais l'ambition, c'est qu'ils aient quelque chose de super propre, de carré, de prêt. Sauf que construire un portfolio, factuellement, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie que tout le monde n'a pas, en fait. On se lève chaque jour avec du temps, de l'énergie et de l'attention limitée. Et donc, je me dis presque modestement, bah, si je fais des piqûres de sensibilisation à la pratique réflexive, c'est déjà très bien. Vraiment, j'ai Ouais. cette posture-là aujourd'hui. Moi, je me disais, tu sais, quand je sortais d'un cours, un amphi avec 300 étudiants, je me disais, écoute, si sur les 300, ils ont tous retenu une phrase, un mot, une minute, c'est gagné. Si sur les 300, il y en a 100 qui ont retenu 5 minutes, waouh, quel succès.
Et sur les 300, il y en a 20 qui pensent encore à ce cours dans un an ou dans une heure, c'est un miracle. Le Et donc, je Graal. veux dire, picorer finalement, malheureusement, c'est aussi jouer avec les armes du mode d'accès au savoir actuel, où il y a vraiment du picorage, mais qui est un peu délétère parce qu'il ne fait pas structure. Et là, nous, on essaye de proposer un espace dans lequel tu pourrais venir picorer et pourtant ça ferait lien. Voilà. Ok. C'est-à-dire que c'est pas du picorage analytique ou consumériste, c'est du picorage, allez, impliquant, structurant. Voilà, c'est un peu ce qu'on a essayé de faire aussi, Et d'avoir cette émancipatif possibilité. idéalement. Pardon. Et émancipatif idéalement. Ouais, on vise ça. Alors, je vois que le temps défile et je dois partir exactement dans 5 minutes. J'aimerais vous poser une dernière question qui mériterait sûrement de longues discussions. Quelle est la leçon de vie que vous pensez avoir apprise à l'issue de ce processus créatif? Sur vous, sur votre rapport justement à Marc ou à Yann, à votre collègue, à votre partenaire de travail, sur votre rapport au monde, sur votre connaissance de soi, qu'est-ce que ça vous a appris? Moi, je peux donner un exemple très concret. Euh, on a eu, euh, on a eu une fois une vraie confrontation sur un choix dans lequel je peux préciser. Hein. Euh, Marc avait plutôt l'option, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai relu, donc je le soumets sans difficulté. Marc avait plutôt l'option de se dire, c'était une option que j'avais qualifiée de didactique à l'époque en disant il faut faire vivre ce type de parcours. Voilà, c'est-à-dire il faut faire vivre ça, ça et ça parce que les expériences vont être très apprenantes. Et moi, ma position, j'étais perturbé et je n'arrivais pas à lâcher là-dessus parce que faire vivre ces expériences-là déstructurait la continuité littéraire du texte. Donc moi, comme je faisais la petite partie écriture, la partie plus littéraire, et Marc avait plutôt la partie trame, donc didactique, de comment on va positionner les éléments, on avait deux logiques qui sont entrées en confrontation. On a mis 2 jours pour essayer de trouver ça. Et moi, si tu me dis qu'est-ce qui est le plus marquant et qu'est-ce qui est le plus apprenant, c'est la capacité, lorsque ça n'est pas une question, lorsque ça n'est pas une question d'ego, de hiérarchie, la capacité qu'on peut avoir dans l'échange à résoudre quelque chose qui paraît vraiment, vraiment impossible. Quoi. Et donc, moi, ça me fait penser aux dialogies de Morin. C'est du et ou, c'est en même temps, c'est de l'opposé qui va trouver son équilibre sans renier le fait que ça soit opposé et en acceptant à un moment qu'il y ait de l'opposition. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment le plus apprenant, mais c'est une leçon de vie que je me fais depuis des années. Mais là, comme c'est avec un ami dans un projet sur lequel on a mouillé le maillot, on a sué, on s'est complètement investi et d'arriver à un moment où on a un blocage et que ce blocage, finalement, en 2 jours, on le règle comme s'il n'y avait pas eu de blocage, je trouve ça formidable. Quoi. Voilà. Le dissensus acceptable. Ouais. Et toi, Marc? Ouais, ouais, j'aime bien ton exemple, Yann, de quelque chose, mais il y a eu tellement de choses, donc c'est très difficile de répondre comme ça. Pour moi, vivre une expérience de cet ordre, qui est quand même assez intense, sur un peu moins d'un an, c'est quand même un peu un condensé de ma vie. Donc, euh, comment dire, c'est comme si ça lui met du relief, tu vois. Ma vie, c'est vrai que on a évoqué, hein, elle tourne autour de m'ouvrir à ce qui vient, à ce qui émerge, pouvoir. Le sens, c'est quand même apprendre et puis continuer à créer, puis le faire toujours en lien avec une, deux, trois personnes. Tout ce que j'ai développé, c'est jamais seul que j'aurais pu le développer. Et donc, c'est un peu un concentré quoi, de tout ça. Quoi. Et ça met du relief, ça me permet de prendre conscience de moi en même temps. Et puis, c'est la leçon de vie comment dire, de la valeur du lien, quoi, de la valeur du lien, de la valeur inestimable de pouvoir, la chance inestimable de pouvoir faire quelque chose comme ça avec un ami. Ouais. Je m'arrête là. Écoutez, merci Marc et merci Yann.